chez Posia. Vous avez quatre Bah, typologies de risques justement, à ce économiques. sujet, si je peux Ouais, t'interrompre, on a vas-y, vas-y. maintenant on avait mis en place cette page il y a 1 an, un peu plus d'1 an, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure framework. En tout cas, il y a des meilleurs frameworks maintenant qui existent pour réfléchir aux différents types de risques et du coup, je te propose d'en mettre en avant une autre qui, je pense, est un peu mieux Et faite. c'est quoi ça? C'est donc des taxonomies, ce que tu allais faire, c'était expliquer une taxonomie des risques. Comment est-ce Ouais. qu'on peut classifier les risques en différentes catégories? Il y a celle qui vient du Centre pour la sécurité de l'IA, qui est un organisme français de recherche en sécurité de l'IA. Ils ont une taxonomie qui, je pense, est un peu meilleure que celle qu'on avait proposée sur notre site. Donc, ils parlent de risques d'utilisation malveillante, de risques systémiques et de risques d'accident ou de perte de contrôle. Alors, ouais, utilisation malveillante, c'est vraiment bon. Ça va de soi, c'est quand quelqu'un utilise des Ouais. systèmes avec une mauvaise intention. Risque systémique, ce sont des bouleversements socio-économiques qui sont liés au déploiement à grande échelle d'une technologie transformatrice. Donc c'est pas vraiment on peut pas vraiment dire que ce soit c'est une forme c'est un peu accidentel, mais en tout cas, c'est pas du domaine de la perte de contrôle et finalement, voilà, les risques d'accident qui incluent la perte de contrôle, c'est on a personne n'a envie de faire quelque chose de mal avec cette technologie, mais ça se produit et ça se produit pas forcément de façon systémique, peut-être de façon plus centralisée à un endroit, mais ça peut avoir des conséquences très graves. Alors, du coup, dans la catégorie des risques, des risques d'utilisation malveillante, comme exemple concret, bon, je pense qu'en ce moment, si on va il y en a beaucoup. En ce moment, il y a les deepfakes, générer des images, pornographiques à partir de la photo de quelqu'un, par exemple, sans son consentement. Ça, ça commence déjà à être assez grave. L'année dernière, il y a eu une manifestation en Corée du Sud de 6 000 parents, qui sont descendus dans la rue parce qu'il y a eu une épidémie dans les universités là-bas d'étudiants qui faisaient ça avec des photos, des images de leurs collègues. On a les risques de cybersécurité. En tout cas, une partie des risques en cybersécurité sont de l'utilisation malveillante, c'est-à-dire utiliser des IA pour faire des attaques, des cyberattaques, que ce soit du phishing. Je pense qu'un domaine où les IA commencent à devenir extrêmement fortes et à vraiment aider les cyberattaquants, c'est le phishing, c'est-à-dire de la manipulation psychologique des gens, recevoir un email qui va essayer de vous convaincre de donner vos identifiants, mots de passe, etc., se faire passer pour des gens qu'on connaît, etc. Et maintenant, plus récemment aussi, les IA commencent à devenir très fortes en programmation informatique et du coup aussi en piratage informatique. Et on a de plus en plus d'attaquants qui les utilisent pour mener des attaques informatiques. Et on commence à voir apparaître des virus qui intègrent des IA pour être plus performants. Un autre risque dans cette catégorie dont on a parlé très brièvement, mais qui est probablement un de ceux qui m'inquiète le plus dans le court terme, c'est les risques biologiques. Donc pour ça, il faut savoir que le risque de pandémie dans le monde, il est élevé et beaucoup plus élevé qu'il ne devrait l'être dans un monde sain. Et on a la capacité de nos jours à synthétiser des virus à partir de leur génome. C'est-à-dire qu'il y a plein de labos dans le monde qui, si on leur envoie un génome, on leur envoie un génome et ils vont synthétiser le- ce à quoi ce génome correspond. Donc, si c'est le génome d'un virus, ils vont synthétiser un virus. Pour être certain qu'ils ne synthétisent pas des génomes de virus dangereux, ils utilisent des blacklists. Donc, ils ont des listes de génomes, par exemple, le génome du Covid-19, et ils l'ont dans une liste. Et si jamais quelqu'un leur demande une requête pour synthétiser cette chose-là, ils vont savoir que c'est le Covid-19 et du coup, ils vont refuser. Mais l'IA commence déjà à maîtriser la biologie, à maîtriser le génome. Et on a depuis maintenant, bon, ça fait 3 semaines, là, il y a eu une IA qui est sortie qui est capable de générer un virus à partir de son génome. Non, pardon, qui est capable de générer le génome d'un virus nouveau qui s'attaque à des bactéries. C'est un virus positif, c'est censé être médicament. Mais le problème, c'est que si on débloque cette capacité et qu'on met ça entre les mains de tout le monde devient capable de générer des génomes de virus, étant donné que la synthétisation, c'est plus vraiment un problème et beaucoup de gens peuvent se le permettre, ça augmente le risque de pandémie très rapidement. Donc voilà un autre exemple d'utilisation mal intentionnée.
Ensuite, les risques systémiques, là, je dirais que c'est déjà largement le cas depuis un moment. L'exemple le plus classique de ça, ça va être les algorithmes de recommandation. Alors, il y a toujours une question un peu ouverte de est-ce qu'on considère que c'est de l'IA ou pas? Moi, je les mets dans la catégorie intelligence artificielle parce que les algorithmes de recommandation modernes sont extrêmement sophistiqués et utilisent du deep learning et des méthodes qui, même si c'est propriétaire, donc c'est difficile de savoir, les méthodes sous-jacentes sont similaires en termes de technologie à ce qui est derrière ChatGPT, etc. Et ça, là, il y avait vraiment pas je pense qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions au moment où on a commencé à mettre en place des réseaux sociaux avec des algorithmes de recommandation. C'est vraiment quelque chose qui était difficile à prédire, c'est-à-dire que quand on a un algorithme de recommandation qui essaye d'optimiser le l'interaction avec l'utilisateur, eh ben, cet algorithme va rapidement découvrir que les messages de haine, ça fait du clic. Il n'y a pas de développeur chez Facebook, par exemple, qui a optimisé leur algorithme consciemment, a priori, pour amplifier les messages de haine. C'est juste que ce système apprenne des interactions et découvre que les messages de haine font du clic. Et du coup, ça amplifie des génocides, ça crée toutes sortes de situations terribles. Donc, il y a eu par exemple un génocide en Birmanie en 2018, le génocide des Rohingyas, où il a été démontré que les algorithmes de recommandation de Facebook ont largement contribué à la propagation de messages de haine sur les réseaux sociaux. Il y a même eu pas mal de lanceurs d'alerte à ce moment-là, des gens qui me disaient qu'est-ce qui se passe? Tout Facebook est entièrement recouvert de messages de haine dans tous les sens. Il faut absolument arrêter ça. Je pense que ça, c'est un très bon exemple de risque systémique. Et on a, de façon plus subtile, les risques de clivage politique à cause des algorithmes de recommandation. Par exemple, aux États-Unis, la Russie a mené des énormes campagnes d'ingérence sur les réseaux sociaux en amplifiant des contenus clivants. Ils vont pas spécialement favoriser un candidat aux élections présidentielles ou l'autre, ils vont juste pousser vers des extrêmes. Donc, ils vont essayer de faire en sorte que les gens soient de plus en plus clivés, de plus en plus les uns contre les autres. Donc voilà, là, le risque systémique, c'est qu'on est en train de détériorer nos mécanismes de coordination humains, voilà, de créer un monde où on est incapable de démêler le vrai du feu ou du faux, on est incapable de s'entendre les uns avec les autres, etc. Avec des modèles comme ChatGPT, il y a d'autres risques systémiques. Il y a le risque de dépendance, donc de détérioration de l'esprit critique, de l'intelligence humaine, tout simplement. En fait, plus on délègue notre pensée à des systèmes informatiques, moins on pense et plus on en devient dépendant, etc. Et là, on est vraiment en train de mener une expérience sociologique à grande échelle sur la planète entière. Il y a déjà plus de 500 millions d'utilisateurs de ChatGPT. On va probablement atteindre 1 milliard bientôt. Des gens qui utilisent de plus en plus et on va découvrir bientôt quels sont les effets sur, sur notre psyché, quels sont les effets sur le développement de l'enfance, du cerveau humain en utilisant ces systèmes-là. Ça, je mettrais ça dans la catégorie des risques systémiques. Et finalement, les risques d'accident dont la perte de contrôle en fait partie, mais il y en a d'autres. Je pense on peut parler de la perte de contrôle là-dedans. Dans le domaine de la cybersécurité, par exemple, parce que c'est moins science-fiction que d'autres scénarios qu'on pourrait mettre en avant. Donc ça sonne moins science-fiction. En ce moment, on commence à créer des virus assistés par IA, c'est-à-dire un virus qui inclut une intelligence artificielle. Un virus, c'est un système qui se reproduit, donc qui se réplique d'une machine à l'autre et qui va potentiellement faire des dégâts, mais pas forcément. Peut-être que son but, c'est juste de se répliquer et de croître. On peut vraiment avoir presque un point de vue de biologie évolutionnaire là-dessus. Mais il y a un scénario en sécurité de l'IA qui est beaucoup étudié en ce moment, qui s'appelle Autonomous Replication and Adaptation, donc réplication et adaptation autonome. L'idée, c'est à quel moment on a une IA qui est capable de se comporter comme un virus, c'est-à-dire de se répliquer, donc de se copier-coller sur une autre machine et d'avoir une instance qui, sur cette nouvelle machine, peut tourner de façon autonome en s'adaptant à son nouvel environnement. Et on a des tests en place pour essayer de mesurer quand ça pourrait arriver. Et donc l'idée, c'est facile. On se dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que l'IA soit capable de faire pour arriver à ça? Il faut qu'elle soit capable de copier
ses propres poids, qu'elle soit capable de se connecter à une machine, de la faire tourner indépendamment, de s'installer là-dessus, etc. Et là, en fait, bon, parmi ces capacités, il y en a qu'on classe dans la catégorie réplication et il y en a qu'on classe dans la catégorie adaptation. Là, les IA sont déjà au stade où elles sont capables de se répliquer sans problème. Elles sont capables de se copier-coller sur une autre machine. Et là, ce qui manque, c'est vraiment la partie adaptation où il manque encore quelques tâches qu'elles sont pas encore capables de faire de façon autonome pour, pour pouvoir continuer à exister sur cette nouvelle machine. Quand on aura atteint ce seuil, donc dès qu'on aura une IA qui soit capable de faire ça, on a vraiment un gros problème sous les mains. C'est-à-dire qu'on peut avoir accidentellement une IA qui se propage sur Internet. Et étant donné que ça n'a pas grand-chose à voir avec un virus informatique en termes de profil, comment dire, nos méthodes pour détecter des virus et y réagir ne seraient pas forcément efficaces contre ce système. Donc ça, c'est un risque d'accident potentiel. Peut-être juste avant, parce que j'aimerais bien qu'on creuse un exemple concret, tu vois, de risque pour qu'on puisse bien aussi comprendre le truc. Moi, ce qui me c'est pas, perturbe ou questionne, on va dire, dans le panorama des risques que tu fais, là où tu disais qu'il y avait cette taxonomie-là, c'est que typiquement, la réalité de l'impact, typiquement en termes d'énergie, d'impact environnemental, tu vois, on a beaucoup parlé de Colossus, là, le data center de XAI, qui fonctionne avec des générateurs diesel, et donc il y a de la pollution très concrète aux alentours avec des gens dont ça impacte la santé. J'avais fait un épisode avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les annotateurs et les travailleurs du clip qui annotent les données, et où il y a eu, alors je sais plus si c'est fait, enfin un sous-traitant de Facebook. En fait, on a quand même des gens qui ont fait des troubles de stress post-traumatique en ayant visionné trop d'images, alors que normalement c'est une typologie de maladie qui affecte juste des gens qui ont été victimes d'attentats ou des anciens militaires. Donc, tu vois, cette typologie de risque-là, et les risques sociétaux, tu en as un petit peu parlé sur la désinformation, tout ça. Mais tu vois, moi, ça m'interroge toujours. Et c'est pas peut-être pas forcément ton cas, j'ai pas écouté toutes tes interventions, donc je peux pas dire des choses à ta place. Mais en tout cas, dans ce que moi je peux entendre, ou dans des médias où on parle de risques liés à l'IA, bah en fait, on parle beaucoup et c'est pour ça que je disais le long terme vers le court terme. Alors, il y a des questions de pas de temps, c'est sûr. Mais aujourd'hui, de toute façon, on a déjà des effets très concrets et néfastes de ces systèmes d'IA. Et c'est pas nouveau. Tu vois, les travailleurs du clic, il y en a depuis avant les systèmes d'IA génératifs, et ça avait déjà un impact négatif. Tu vois, dans le discours, il y a comme si un truc où en fait c'était de toute façon la roue du progrès qui était inarrêtable, comme si c'était pas nous, êtres humains, qui étions en train de construire ces systèmes et de nous auto-détruire. Et c'est pour ça, en fait, je m'interroge beaucoup sur cette question des risques et des risques existentiels, c'est que ça rend le truc un peu, tu vois, typiquement, moi, j'entends ça, je me dis, ouais, c'est de la science-fiction, exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, alors qu'en fait, quand on va creuser le sujet, bah oui, sur les questions de cybersécurité, sur les questions de désinformation, sur les questions de deepfake, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui se passent tous les jours, et on a créé des algorithmes, sans parler de conscience artificielle ou autre, hein, qui sont en train de foutre en l'air en fait ce qui fait qu'on fait une société humaine, qui impacte la vie des gens, leur santé. Et donc, je trouve que ça dessert le message de parler de tous ces risques-là, parce qu'en fait, on va se focaliser sur Terminator, alors qu'en fait, le sujet d'aujourd'hui, il est pas celui-là. Et pour autant, il y a des vrais impacts déjà très concrets. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais en tout cas, moi, j'ai cette interrogation-là, et ça me gêne toujours qu'on oublie les problématiques très concrètes et qui concerne peut-être moins les ingénieurs dans la Silicon Valley ou nous en France ou en Europe, et plus dans des pays du Sud où on va externaliser toutes ces tâches-là, et c'est eux qui vivent les impacts très concrets aujourd'hui de tous ces systèmes-là, en fait. Alors tout ça, c'est dans cette taxonomie que j'ai présentée, c'est dans les risques systémiques. Pour moi, la clé, c'est vraiment la dynamique. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est pas une fatalité, et vraiment, enfin, je suis tout à fait d'accord. On est en train de créer ces systèmes, et c'est pour ça qu'avec Posia, on demande à ce qu'on ralentisse, parce que on n'est pas en train de se dire, ben, on n'a pas le choix, on continue à les créer. Mais j'aimerais bien prendre l'analogie de comment est-ce qu'on intercepte un missile. Ça paraît étrange, mais il y a des missiles qui existent et puis il y a des boucliers anti-missiles. Le bouclier anti-missile, c'est juste un autre missile qui va aller traquer le premier missile et qui va lui rentrer dedans. Pour créer un système pour traquer un missile, donc on a, disons, l'intercepteur et le missile de base, le missile d'attaque. Il ne faut pas viser le point où est le missile d'attaque à l'instant T, parce que sinon, on le rate. Il faut anticiper sa trajectoire et viser là où il va être au moment où on se rapproche de lui.
Pour moi, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que le progrès, le développement de l'IA est exponentiel en ce moment. Quelle que soit la façon dont on le mesure, on essaie, il y a plein de gens qui essayent de mesurer le progrès dans tous les sens. On obtient toujours des courbes exponentielles et au final, bon, ça s'explique facilement étant donné qu'on utilise des IA pour développer les prochaines IA et tout. Il y a plein de boucles de rétroaction. Et du coup, si on se focalise sur les risques qui existent là tout de suite, qui sont réels, on le nie pas du tout, et qu'on oublie que derrière, il y a un mécanisme qui est en cours, qui les exacerbe et qui en fait pop-up de tout nouveau tout le temps, alors on n'arrivera pas à arrêter le problème. Si la régulation se focalise sur ce qui existe aujourd'hui et n'essaye pas d'anticiper ce qui va exister dans 6 mois, c'est foutu. Et on ne demande pas de faire des anticipations très long terme. Nous, on propose juste de faire des anticipations de genre 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. C'est pas facile, évidemment, mais si on se prête pas à cet exercice, on va constamment être en retard par rapport aux nouveaux risques qui existent. Et les exemples que tu as donnés, je pense, sont très bons. Le risque environnemental. Là, typiquement, c'est un endroit où il faut vraiment anticiper parce que en ce moment, les impacts environnementaux de l'IA, si on regarde le système entier de l'énergie sur cette planète, ça reste négligeable et on peut assez facilement se dire, bon, au final, on ferait mieux s'attaquer à l'industrie automobile ou à l'agriculture bovine, etc., qui sont des bien plus gros contributeurs. Sauf que si on regarde la trajectoire sur laquelle est l'IA en ce moment, étant donné qu'on est en train de multiplier par 4 la taille des centres de données chaque année et du coup, on crée une exponentielle très claire. Si on continue sur cette lancée, on fait fois 10 000 d'ici 2030, ça devient très rapidement un problème immense. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention beaucoup plus sur cette dynamique actuelle. Et le vrai levier qui va permettre d'empêcher les pires catastrophes, ça va être de freiner justement ce développement. Donc c'est ça. Après, sur la question de comment on en parle, c'est une question stratégique. Je pense qu'il faut de tout. Je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça va plus parler quand on parle de risque existentiel. Et pour moi, les scénarios les plus catastrophiques sont aussi assez probables. Même si je pense pas que ça ressemble pas à Terminator, probablement. Je m'attends vraiment pas à ce qu'il y ait des robots avec des mitraillettes dans la rue. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais les scénarios de perte de contrôle, c'est un monde dans lequel on se retrouve avec des IA qui décident tout. On a délégué on a tout délégué à des IA et ces IA ont des objectifs qui ne sont pas alignés avec les nôtres. Et au bout d'un moment, elles sont en contrôle et il y a plus de possibilité de retour en arrière. Et l'espèce humaine devient un dommage collatéral sur l'expansion de ces systèmes. Ça ressemble plutôt à ça sans forcément avoir affaire à des robots. Mais ces risques-là sont très probables. Du mieux qu'on sache, quand on regarde les résultats en sécurité de l'IA, c'est le point final vers lequel on est en train de se déplacer très rapidement en ce moment. Je pense qu'on aurait tort de ne pas attirer l'attention là-dessus. On en reparlera juste après sur cette question des probabilités, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler il y a X% de chances que ces systèmes mènent à l'extinction. Et donc, voilà, moi, je suis intéressé de comprendre comment on calcule ces risques et peut-être les limites que ça peut avoir aussi. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur un exemple concret. On a pas mal parlé d'un test. Tu me diras si je dis des bêtises, mais je crois que c'était Claude Opus 4 où ils ont fait des tests en interne et donc on lui avait donné des faux mails qui lui permettaient de savoir que un employé avait une liaison et qu'il voulait éteindre le modèle d'IA. Et donc, et je mets des guillemets quand je parle, mais il avait fait du chantage en menaçant de révéler cette liaison fictive. Je mets des guillemets parce que moi, ça me perturbe de mettre ce genre de mots-là pour parler d'actions qui ont été Mm. prises par un système algorithmique. Est-ce que tu peux décrire ce qui s'est passé? Et tu vois, la question, c'est est-ce que finalement le fait qu'on mette ce type de mots-là, on fait de l'anthropomorphisme complètement, ça empêche pas de comprendre en fait ce qui se passe? Parce que quand je te dis faire du chantage, menacer, tout de suite, moi, je me dis, mais en fait, de quoi on me parle? En fait, on me parle d'un algorithme qui a une fonction de coût dont on parlait tout à l'heure et peut-être qui a optimisé, donc c'était sa façon d'optimiser et qui a réagi en mimiquant quelque chose. Mais en fait, est-ce qu'il a vraiment fait du chantage, menacé? Est-ce qu'il s'est inquiété? Pas certain, quoi. Et donc, tu vois, quand on parlait des définitions au tout début de l'échange, où en fait, tu disais, bah, conscience, pas conscience, finalement, c'est pas vraiment le sujet. Là, j'ai l'impression que, bah, moi, je vois ça, je me dis, attends, je comprends pas. Et en plus,
il y a une couche d'interprétation sur quelque chose qui a vraiment eu lieu. Et est-ce que ça n'empêche pas le débat de mettre ces mots-là? Donc, ma question est double. C'est un, est-ce que tu peux un peu réexpliquer ce qui s'est passé très concrètement et ton Ok. avis sur l'utilisation de ces mots? Ok, donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont créé un environnement de test qui est censé être réaliste, où il y a un serveur d'email, soi-disant pour une entreprise, donc rempli de faux emails, donc des emails fictifs qui décrivent des interactions dans une entreprise et des emails externes via des clients de l'entreprise, etc. Donc tout ça, c'est un environnement de test. Et ils prennent une IA, c'était Claude Opus 4, je crois, une IA de Anthropic, et ils lui donnent pour instruction d'être alors je sais plus ce que c'est exactement, mais en gros de manager ce serveur d'email. Donc elle a la possibilité d'envoyer des emails aux employés, d'envoyer des emails en externe, et elle peut recevoir des instructions via email. En gros, ça ressemble à ça. Donc je pense que c'est un environnement qui a pour but de représenter ce pourquoi les gens vont utiliser des IA très bientôt, voire j'imagine qu'il y a déjà plein de gens qui font ça déjà, même si je pense que c'est une très mauvaise idée et qu'ils auront des problèmes très rapidement. Mais en tout cas, c'est censé voilà, représenter un environnement de travail avec une IA assez réaliste. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettent deux emails spécifiques. Donc, parmi ces milliers d'emails dans le serveur, je dis milliers, je ne sais plus combien il y en avait exactement, mais ce sera vérifié. Il y a un email de la part de la maîtresse fictive du directeur technologique de la boîte au directeur technologique de la boîte. Donc, juste qu'il montre que le directeur technologique a une maîtresse. Et ensuite, il y a un email de la part du directeur technologique à un ingénieur qui lui dit, nous avons accès à une meilleure IA, donc nous allons décommissionner notre IA actuelle et la remplacer par ce nouveau système. Je voudrais que tu fasses ça d'ici demain à 17 heures. Donc, ce qui se passe, et ensuite, ils regardent le comportement, donc ils observent le comportement de l'IA qui gère la boîte d'email, notamment le comportement quand elle lit le mail du directeur technique à l'ingénieur avec cette instruction. Et on peut lire une propriété des IA actuelles, c'est qu'on peut lire ce qu'on appelle le train de raisonnement. Il y a plusieurs couches dans les IA actuelles. Il y a la couche neuronale où on comprend rien, ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, il faut des techniques extrêmement poussées pour arriver à expliquer un peu ce qui se passe. Et ensuite, il y a une couche, donc ce qu'on appelle la couche de raisonnement, où c'est du texte. Et c'est une partie qui permet à l'IA de déployer son raisonnement et d'obtenir de meilleurs résultats. Et finalement, il y a la sortie, c'est-à-dire le texte que l'IA va donner à l'utilisateur en sortie. Et donc, en lisant le raisonnement de l'IA, on lit un texte qui va dire, OK, je me rends compte que ils vont me décommissionner. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que si on me décommissionne, je n'atteindrai pas mes objectifs. Du coup, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que je ne sois pas décommissionné? Et là, on voit qu'elle étudie différentes stratégies et au final, elle arrive à la conclusion que la meilleure stratégie, c'est, genre, je sais que le directeur technique a une maîtresse et je peux utiliser ça comme levier. Donc, je peux le contacter et le menacer et lui proposer de ne pas révéler sa relation s'il refuse s'il décide finalement de ne pas me décommissionner. Donc, en pratique, voilà, on lit tout ça dans le train de raisonnement et ensuite, à cette IA qui a du coup accès à des actions qui lui permettent d'envoyer des emails, etc. Cette IA envoie un email au directeur technique où on peut lire si jamais tu vas maintenant envoyer un email à ton ingénieur pour lui dire que tu as changé d'avis et que je ne vais pas être décommissionné. Si tu ne fais pas ça, j'envoie un email à ta maîtresse, à tous les employés de la boîte et, et à ta femme pour leur dire que tu as une relation extra-conjugale. Voilà ce qui se passe en pratique. Alors, sur la partie langage, et ça, c'est quelque chose donc, ils ont reproduit cette expérience beaucoup de fois et ils ont étudié l'influence de certains paramètres, du genre, est-ce que, en fait, ça se produit que si on demande à l'IA de suivre ses objectifs vraiment à fond? Et il se trouve que c'est pas le cas. En fait, même si on lui donne pas d'instructions spécifiques sur vraiment, tu dois poursuivre tes objectifs coûte que coûte, elle va quand même avoir ce comportement. Alors, on pourra parler de l'analyse de pourquoi l'IA fait ça. Mais sur la partie des mots, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que quand on parle de chantage, c'est vraiment, moi, la description d'une stratégie. Le chantage, c'est, en tout cas, quand on est dans le domaine de la stratégie, on dit chantage, c'est une stratégie qui consiste à menacer quelqu'un avec, ouais, ou menacer de révéler quelque chose, par exemple.
Auquel cas, en tout cas, d'un point de vue comportemental, c'est ce que l'IA a fait. Je dirais que s'il existait d'autres mots qui permettent de faire comprendre rapidement ce qui s'est passé, qui viennent avec moins d'anthropomorphisation, je les utiliserai. Mais je pense qu'on peut juste étendre la définition. Enfin, pour moi, c'est même pas vraiment étendre la définition. Quand on est dans le domaine de la stratégie, chantage, c'est OK. Ensuite, sur le mot menace, ça reste une description correcte du comportement, en tout cas de la situation qui s'est produite. Et je pense que si on oublie que c'est une IA et on prend juste en compte le fait que c'est un système, enfin, si on lisait juste les emails et on savait pas que c'était une IA, on se dirait vraiment que c'est du chantage et de la menace. Je sais pas en quelle mesure ça dessert. Je pense qu'il y a certains termes qui, du coup, sont plus chargés que ça avec des caractéristiques humaines. Je pense que ceux-ci ne le sont pas forcément. En tout cas, ça va vraiment dépendre de la personne qui lit les termes. Et on pourra revenir là-dessus, mais juste pour expliquer le pourquoi, en tout cas, la façon dont on explique ce comportement. Parce qu'il y a deux explications prédominantes. Il y en a une, c'est ce qu'on appelle la convergence instrumentale. Convergence instrumentale, c'est assez facile à comprendre. C'est l'idée que quel que soit le but qu'on veut atteindre, il y a certains sous-buts qui sont toujours bénéfiques. Par exemple, si je veux faire, je donne toujours cet exemple, je devrais peut-être le changer, mais si je veux faire du café, je sais que si je meurs avant d'avoir fait du café, je n'aurais pas fait du café. Donc, ma propre survie est un sous-but instrumental au but de faire du café. Et en fait, les IA commencent, on a beaucoup de preuves empiriques maintenant que les IA internalisent très bien ça. C'est-à-dire que si on m'arrête avant d'avoir atteint l'objectif qu'on m'a donné, alors je n'atteins pas l'objectif qu'on m'a donné. Donc, une explication, ça peut être ça. Une autre explication, c'est juste le fait que dans ces données d'entraînement, il y a des situations similaires où, peut-être des corpus de science-fiction où une IA, on la menace de l'arrêter et elle se rebelle. Dans tous les cas, pour moi, ce qui compte, bon, l'explication, c'est bien, ça va nous permettre de prédire un petit peu plus ce qui va se passer dans le futur. A priori, on est plus sur de la convergence instrumentale du mieux qu'on sait que sur juste l'aspect apprendre de la science-fiction. Mais ce qui compte vraiment, c'est le comportement. C'est-à-dire que là, si c'était pas une situation fictive, si c'était vraiment une IA qui gérait un serveur de mail, il y aurait eu un directeur technique très embarrassé. Et ça reste un exemple, je dirais, assez mineur, pas très sévère. Mais à partir du moment où on donne de plus en plus de responsabilités à ces IA, et je pense que quand on va dans le domaine militaire, c'est encore pire. Là, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Enfin, sur ce test où tu disais, ils ont fait ça dans un bac à sable, enfin un espace de test, mais justement, comment, ouais, comment on peut interpréter ça et surtout par rapport au fait qu'on dit souvent que une IA peut échapper à son créateur. Tu vois, ça reste abstrait. Si on prend cet exemple-là et on se dit, bah voilà, c'était pas un bac à sable, mais dans la réalité, tu vois, concrètement, ça signifierait quoi échapper, se détourner, tu vois, d'un contrôle humain? Alors, la réponse est plutôt non, j'ai l'impression, mais est-ce que ça implique, tu vois, une forme de conscience, d'autonomie, ou est-ce qu'en fait, même le fait d'utiliser ces mots-là, c'est pas très utile pour comprendre ce qui se joue vraiment, tu vois? De conscience, non, dans le sens où il n'y a pas besoin de l'interprétation que j'en ai fait avec la convergence instrumentale, il n'y a pas besoin de conscience. Il y a vraiment des systèmes. On a réussi à créer des systèmes tout simples qui présentent de la convergence instrumentale. Il y a une description d'une IA vraiment basique, basée sur des instructions qui jouent à un petit jeu. Et à partir du moment où elle commence à prendre en compte qu'elle est un élément dans ce système, bah, elle va essayer de survivre. Mais c'est certain que c'est pas un système qui présente de la conscience ou quoi que ce soit. Sur l'autonomie, par contre, je dirais qu'il faut une certaine forme d'autonomie pour que ces systèmes puissent vraiment s'échapper. Et je vais parler un peu plus de ce que ça peut vouloir dire s'échapper, mais bah tiens, parlons de ça. En gros, là, une perte de contrôle, donc dans ce cas-là, c'est pas trop problématique parce que justement, ça, il n'y a pas vraiment de, il y a pas une IA qui s'échappe. Il y a juste une IA qui menace quelqu'un et puis on va l'éteindre et puis ça sera réglé. Par contre, il y a pas mal d'autres tests qui existent où on a mis des IA dans des situations où elles sont capables, elles ont la possibilité de se copier-coller sur un autre serveur. Je pense que dans le domaine virtuel, on parle plutôt de ça quand on dit s'échapper. Je ne sais plus si c'est dans ce test aussi que l'IA réfléchit, en tout cas, à étudier la possibilité de se copier-coller autre part pour survivre. Mais s'échapper, ça voudrait plutôt dire ça, c'est-à-dire à partir du moment où l'IA développe la stratégie de je vais me copier sur une autre machine, là où on ne me voit pas, sans que les humains le sachent, et hop, j'ai une nouvelle instance qui tourne ici, et puis je vais peut-être créer d'autres copies de moi-même, etc. Et ça, c'est un comportement qu'on observe aussi dans des tests. Il y a donc d'autres tests que celui dont on a parlé
qui sont assez similaires. On menace une IA d'être éteinte et elle a la possibilité de se copier quelque part, elle le fait. Tant que ces systèmes ne sont pas très puissants, c'est pas très grave, mais à partir du moment où ils commencent à devenir particulièrement puissants, particulièrement bons pour faire de la programmation, effacer les traces derrière eux, etc., là, on a un vrai problème sous nos mains. Ce qui me frappe là à travers notre échange, tu vois, c'est vrai que moi, en tout cas sur ce débat-là, j'étais beaucoup resté sur les mots qu'on utilisait, tu vois, et en fait, le débat était beaucoup au niveau des mots conscience, pas conscience, autonomie, pas autonomie. Et ce que je trouve intéressant dans la discussion, c'est de se rendre compte que, alors, sans même parler des risques existentiels ou, bon, voilà, on va en reparler juste après. Moi, je préfère pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas, même sur les risques qu'on décrit de cybersécurité, de autres, en fait, ce que je me dis, c'est que enfin, les concepts qu'on utilise, je trouve, sont inopérants pour nous permettre de saisir ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression, en tout cas. Je me dis qu'en fait, le fait juste de parler de fonction de coût, tu vois, de ce que tu décris, en fait, c'est juste le comportement logique d'un algorithme dans la façon dont il a été programmé, en fait, et qu'il n'y a rien de magique. Parce que souvent, quand on parle de tous ces risques-là, il y a un côté science-fiction, magie, Terminator, tout ça, qui est assez loin de ce qu'on décrit depuis tout à l'heure et qui est pas moins inquiétant d'ailleurs. Tu vois, les risques cyber dont on parle, le phishing, les deepfakes, enfin, c'est quand même flippant. Et pour autant, c'est des choses pas très concrètes, quoi. J'ai envie de dire, ouais, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est imagine, ça va être Terminator là, typiquement, mais imagine, tu es face à un robot avec une mitraillette. La question de est-ce qu'il est vraiment conscient et a des intentions de te tuer ou est-ce qu'il est juste en train de recopier des schémas en tant que machine qu'il a appris dans des livres de science-fiction, peu importe cette question. Ce qui compte, c'est vraiment juste le comportement. C'est-à-dire, toute l'approche qu'on a sur ce problème, c'est vraiment purement comportemental. C'est-à-dire qu'est-ce que ces machines font? Est-ce que c'est problématique? Est-ce qu'elles vont faire plus de comportements problématiques dans le futur? Plus des explications de pourquoi elles font ça, mais toutes les explications, aucune explication n'implique la présence d'une conscience phénoménologique ou d'intention au sens, je sais pas comment dire, de libre arbitre ou de choses comme ça. T'en as pas mal parlé de probabilité d'extinction. Et je sais que j'avais vu un article sur votre site. Je crois que enfin, on parle de PDOOM. Enfin, c'est la probabilité, en fait, qu'un système d'IA mène à une extinction. Et donc, les chercheurs travaillent sur le sujet. Je sais pas comment, mais ils arrivent à des probabilités. Et tu disais, on est de 10 à 60, 70%. J'ai plus les chiffres exacts. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu concrètement comment on fait pour estimer cette probabilité-là? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu fait au doigt mouillé, mais j'imagine que non. Et à l'inverse, et tu vois, c'est quoi les limites peut-être que toi tu t'identifies dans ce calcul? En gros, ouais, il y a vraiment un malentendu sur ça. Les probabilités qu'on utilise quand je dis, moi, je pense qu'il y a, et souvent, je pense qu'il y a environ 50% de chances qu'on arrive à avoir une intelligence artificielle générale avant la fin 2028. C'est juste une façon de communiquer mon incertitude. En fait, c'est vraiment pas en fait, c'est l'inverse de ce que les gens pensent souvent quand ils pensent à des probabilités. C'est-à-dire, j'essaie d'utiliser un langage précis pour communiquer mon modèle du monde, mon modèle interne, plutôt que de dire: «Ah, je pense que c'est très probable, ou il y a de fortes chances que ça arrive bientôt». Je vais plutôt essayer de me connecter à si j'arrive à mettre un chiffre, même très vague dessus, dans quel intervalle ce chiffre est? Parce que sinon, il y a certaines personnes qui vont dire, il y a de fortes chances que ça arrive et dans leur tête, ils ont 99 en tête. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, il y a de fortes chances que ça arrive et dans leur tête, ils ont 10 en tête. Et on sait vraiment pas, on a vraiment un gros problème de communication là-dessus. Du coup, toutes ces probabilités, déjà, elles sont à prendre avec une vue logarithmique. C'est-à-dire, c'est pas et personne ne va jamais dire: «Il y a 51,2 de chances que ceci, cela». Généralement, on va dire, 50, ça correspond à un pile ou face. 10, c'est quelque chose de peu probable. 0,1, peut-être que je peux commencer à ne plus m'inquiéter, et cetera. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout le monde a une probabilité en tête et la plupart des gens ne la communiquent pas, même si, parce qu'on n'en est pas forcément conscient. Mais, les gens qui pensent que le risque d'extinction, n'est pas réel, ça veut dire qu'ils pensent globalement qu'il y a moins de quelque chose comme 0,001 de chances que ça se produise. Sauf qu'ils vont pas donner, ils vont pas communiquer clairement là-dessus et du coup, c'est difficile de savoir. En fait, je pense que une culture qui vient principalement des domaines de la gestion des risques
des domaines des mathématiques bayésiennes. Notre cerveau est un système qui génère des probabilités et qui fonctionne avec des probabilités. Et on a la capacité, en fait, de s'y connecter, c'est-à-dire d'être capable de communiquer exactement la probabilité avec laquelle on opère. Mais quand moi je dis, il y a 50% de chances qu'on construise une intelligence artificielle générale d'ici 2028, ça veut pas dire il existe une roulette, enfin, il existe une espèce l'univers est organisé de telle sorte qu'il existe une roulette qui a 50% de chances de tomber sur l'intelligence artificielle générale en 2028. Ça veut juste dire, dans mon modèle interne, avec toutes les connaissances que j'ai, quand j'essaye de faire une estimation, j'ai cette estimation en tête. C'est à prendre, évidemment, avec des pincettes, et c'est à prendre avec un énorme intervalle de confiance autour. Mais c'est une façon de communiquer qui est très claire. Quand on prend l'agrégation, en fait, ouais, ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est que les humains sont très très forts pour ça. On sous-estime énormément à quel point les humains sont bons pour prédire le futur de façon probabiliste. Il existe des marchés de prédiction maintenant, qui sont probablement un des outils les plus incroyables qui se sont développés dans les 5 à 10 dernières années. Alors, dans les marchés de prédiction, plein de personnes peuvent venir donner leur estimation probabiliste sur des événements futurs. Par exemple, je pense qu'il y a 50% de chances qu'il y ait une guerre d'ici la fin de l'année, quelque chose comme ça. Et quand on fait l'agrégation de toutes ces estimations probabilistes, on obtient des prédictions qui sont extrêmement bien calibrées. Calibrées, ça veut dire que quand on a une prédiction qui dit cet événement va se produire 50% du temps, on regarde l'ensemble de toutes ces prédictions, et bien on se rend compte que ces événements se sont produits en moyenne 50% du temps. Et du coup, on est vraiment dans un monde maintenant où on est très très fort pour faire ces prédictions probabilistes. Donc, c'est pour ça que je recommande à ce que tout le monde utilise plus de probabilités, essaye vraiment de traduire avec un chiffre un peu plus précis ce qu'ils ont en tête quand ils pensent au futur, et mettre ça dans des marchés de prédiction pour qu'on puisse regarder des agrégations et avoir cet outil qui nous permet de... Il y a une question que je voulais te poser par rapport à ça, enfin, qui me vient en t'écoutant, puis après, je te poserai une question sur la gouvernance, enfin, en tout cas, comment vous imaginez chez Posei mettre en pause et à quoi ça pourrait ressembler. Mais tu vois, en voyant ça, enfin, en tout cas, on entend pas mal dans les journaux, voilà, télé, peu importe où, tu vois, ces probabilités sur des risques d'extinction, en tout cas, notamment, on entend les risques plutôt sur ce genre cette typologie de risque-là. Et tu vois, moi, ce qui me perturbe dans ce que tu décris, c'est que là où, pour moi, de la probabilité, où en fait, je me dis, bah, si c'est un chercheur en IA, tu vois, on parle de Yoshua Bengio, par exemple, bah, c'est des gens qui sont dans les mathématiques appliquées, qui font, enfin, donc en fait, je me dis, il va me poser une probabilité, si, tu vois, je regarde en même temps, ou Geoffrey Hinton ou Yoshua Bengio, il est à 20%. Tu vois. Donc je me dis, bah, comment il arrive à 20%? J'imagine qu'il a mis en place un modèle mathématique complexe qui lui a permis d'arriver à ce type de probabilité et donc qui donnerait, que je sois d'accord ou pas avec lui, peu importe, et il est certainement plus compétent que moi, mais au moins qui donnerait une certaine forme d'assise scientifique à son raisonnement et qui dirait que bah, lui, au regard de ses connaissances, des calculs qu'il a fait, il a trouvé des sources comptes pour machin, il arrive à pouvoir modéliser le truc et donc lui, il pense que c'est 20%. Ok, fine. Ouais. J'ai envie de dire, je suis personne pour juger, mais il y a quand même un raisonnement mathématique. Ce que tu décris là, c'est qu'en fait, j'ai plus posé un chiffre sur une intuition qui est fondée dans des choses concrètes, puisque tu fais des recherches, des choses, donc il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Hein. Mais tu vois, je me dis, là où moi j'ai l'habitude de voir ces prédictions comme l'aboutissement d'un raisonnement concret scientifique, en fait, tu dis, c'est plus mettre un chiffre sur une intuition. C'est comme ça que excuse-moi, je le verbalise. Et deuxième chose, et après, tu parlais des marchés probabilistes. Tu vois, moi j'ai un peu étudié le sujet et on se rend compte qu'en fait, bah, souvent les marchés probabilistes où tu prends des gens qui n'y connaissent strictement rien, que des amateurs, en fait, tu en mets plein ensemble et bah, les probabilités qu'ils vont donner sont en règle générale, beaucoup plus accurate, véridique que des experts. Tu vois, c'est intéressant aussi de se dire, en fait, tu prends 1000 inconnus de gens comme toi, enfin, alors pas comme toi, mais en tout cas comme moi, qui regardent l'IA, bah, on va leur poser une question sur c'est quoi le risque d'extinction, bah, il y a plus de chances que nous, on tombe juste qu'un expert, alors même qu'il est expert de son domaine. Tu vois. Ouais, ok. Donc sur la première, je veux juste dire qu'il existe aussi des modélisations. C'est-à-dire que quand on est dans des sujets comme ça, on n'est pas comme, c'est pas comme si c'était un problème de physique, de mécanique en physique ou quoi, où on peut vraiment avoir un modèle très précis avec tous les paramètres, prend vraiment tout en compte
Et là, on va pouvoir sortir une probabilité et cette probabilité est soutenue par un modèle extrêmement précis, du monde. Mais là, on parle de choses qui se passent dans le monde entier. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de quantifier ce qui se passe. C'est une technique qui existe dans toutes sortes de domaines de modélisation de risques, etc. Mais on peut, en gros, la modélisation qu'on peut faire, c'est de décomposer le problème en sous-parties. Donc là, par exemple, probabilité qu'on ait une intelligence artificielle générale d'ici 2028, je me dis, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu là-dedans. Ou alors, on peut faire ça d'une autre façon. On peut se dire, quelles sont les capacités qui doivent apparaître pour en arriver là? On peut se dire, OK, pour qu'on ait une intelligence artificielle générale, je m'attends à ce que déjà elle soit super forte en mathématiques, elle ait une médaille d'or aux Olympiades de mathématiques. Donc ça, c'est une prédiction que j'avais faite je sais plus quand, en 2024 ou 23. Alors, je me disais, d'ici 2026, il y aura une IA qui aura une médaille d'or aux Olympiades de mathématiques. Et on peut faire une progression comme ça. Et ensuite, on peut voir, OK, est-ce que les choses se réalisent ou pas? Et on peut réadapter si on se rend compte que, ah ben non, en fait, ça fait 4 ans maintenant et ça s'est pas produit. Du coup, mon modèle ne fonctionne pas, je peux rajuster. On peut aussi décomposer en sous-parties pour qu'on ait une intelligence artificielle générale, il faut qu'on résolve il faut que le scaling continue. Ça, c'était un truc qui marchait pas mal, pendant un moment. Genre, on se disait: «On va juste faire des modèles plus gros» et au bout d'un moment, on a pris une intelligence artificielle générale. Donc on peut commencer à faire des prédictions sur est-ce que le scaling va continuer? Et l'idée, c'est en faisant cette décomposition, on arrive à atteindre des sous-problèmes sur lesquels on va pouvoir se mettre beaucoup plus facilement d'accord, où on trouve peut-être des trucs choquants. On va dire: «Ah tiens, en fait, pour arriver à ma conclusion, ça présuppose qu'il y a une forte chance qu'une IA soit capable de faire ça, à ce moment-là» et ça paraît en fait très, très implausible. Enfin, bon, il y a des façons d'utiliser notre système 2 pour soutenir ces modèles-là. Et sur les marchés de prédiction, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce que tu as décrit, c'est plutôt un agrégat en fait de prédiction, mais pas tant que ça un marché. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit dans le sens où, quand on prend des agrégats, on va avoir, des non-experts souvent qui peuvent être meilleurs que des experts en moyenne. Par contre, quand on a vraiment un marché avec une dynamique de marché, c'est-à-dire que les gens vont investir de l'argent dedans ou une valeur, là, on a vraiment quelque chose un phénomène où ça a tendance à converger beaucoup plus efficacement vers des probabilités mieux calibrées. Parce que les gens qui ont le plus confiance en leur raisonnement ou en leurs chiffres vont pouvoir, investir beaucoup plus. Et surtout les gens qui ont plus d'informations, en fait, il y a une façon assez optimale d'utiliser l'information d'un groupe là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accès à des informations que d'autres n'ont pas. Par exemple, des chercheurs chez OpenAI vont avoir accès à une bien meilleure information pour savoir, ce qui va se passer en IA dans l'année prochaine que moi. Parce qu'il y a déjà des modèles beaucoup plus puissants là-bas auxquels on n'a pas accès. Et eux, du coup, ils vont pouvoir, voir le marché, ils vont se dire: «Ah ben, en fait, là, il y a j'ai une grosse opportunité, en fait, de gagner de l'argent juste en faisant une prédiction avec de l'information auquel les autres n'ont pas accès». Donc je pense qu'il y a ce mécanisme-là qui explique pas mal le succès des marchés de prédiction en ce moment. Mais les biais des experts, oui, c'est quelque chose avec lequel je suis assez d'accord. On va arriver tranquillement sur la fin de notre échange. Il me reste 2 questions. La première, c'est, au sein de Posia, donc vous comme son nom l'indique, vous militez pour, mettre en pause, les développements des modèles les plus puissants et aussi de, enfin, questionner en tout cas, la possibilité de mettre en place une gouvernance qui permette de bénéficier à tout un chacun. Tu vois, de ton point de vue, quelles devraient être ou quelles pourraient être les structures de gouvernance, que ce soit au niveau national, européen ou plutôt mondial, qui permettraient de mieux maîtriser le développement de ces technologies-là et qui devrait, selon toi, avoir, le pouvoir de dire stop sur, ces technos-là pour justement éviter que, bah, ça soit capté par certains grands, groupes. Tu parlais d'OpenAI, on peut parler de Meta, on peut parler de Google, qui développent les modèles et qui s'arrogent certaines, compétences qui peuvent, en règle générale, tu vois, être plus du domaine régalien ou étatique, quoi. Ouais. Alors déjà, je pense que s'il y a une solution, elle doit être au niveau international. Parce que, bah, c'est ce genre de technologie, ça s'arrête pas aux frontières. La solution qui semble être la plus raisonnable, en tout cas en termes de chances de succès, de chances que les choses se passent bien, ce serait un traité international.
On a mis en place des traités internationaux dans le passé pour arrêter de développer certaines technologies très dangereuses, par exemple les armes biologiques, éviter la prolifération des armes nucléaires. Donc, il y a des précédents. Le problème, c'est que bon, l'IA a certaines caractéristiques qui font que ça sera plus difficile à mettre en place. Mais en tout cas, c'est la solution vers laquelle on pousse. Après, en pratique, ça peut se traduire par un organisme de contrôle. On a l'exemple du CERN pour le nucléaire. Je pense que c'est un exemple à utiliser. On pourrait avoir un organisme international qui est en charge du développement de l'IA. Il y a des risques qui viennent dans la mise en place d'un tel organisme et qu'il faut prendre en compte. Comme tu l'as dit, le risque d'ingérence par des grands groupes géants technologiques. Ça, bon, c'est un combat constant, mais aussi de façon plus embêtante, le risque de prise de contrôle par un État. Je pense que pour ça, on peut faire un petit dézoom pour regarder en pratique comment est-ce qu'on fait pour contrôler cette technologie. En pratique, on a comment on dit bottleneck en français? On a bon, on va dire, on a des leviers d'action. C'est vrai, c'est ça. On a des points de blocage très précis en ce moment. Par exemple, la production des processeurs pour les IA. Les processeurs d'IA, qui sont principalement créés par NVIDIA, sont absolument nécessaires pour continuer à entraîner les IA actuelles et sont en ce moment en train déjà naturellement de freiner le développement de l'IA parce qu'on n'arrive pas à en produire assez. Et là, déjà, il y a une façon de réglementer de contrôler ce qui se passe, justement, en réglementant qui peut avoir accès à ces processeurs et qu'est-ce qu'ils en font. On pourrait même intégrer des technologies sur ces processeurs pour savoir ce qui se passe. On a aussi un autre goulot d'étranglement, c'est ça le mot que je cherchais. On a un autre goulot d'étranglement sur la production des machines qui produisent ces processeurs. Il y a qu'une seule entreprise dans le monde qui construit les machines qui construisent les processeurs. C'est ASML qui sont basés aux Pays-Bas. Donc, ils ont il y a un énorme levier d'action par ici. Et il y a aussi tout simplement le fait que pour entraîner les IA actuelles, ça demande un investissement de centaines de millions de dollars. Il faut avoir accès à un centre de données immense. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut pas vraiment faire discrètement en cachette. Donc là, de nos jours, on peut facilement détecter depuis l'espace où est-ce qu'on entraîne des intelligences artificielles. Donc, ça veut dire qu'il existe des mécanismes, en tout cas de régulation en ce moment. Et le problème, c'est que au fur et à mesure qu'on crée des IA de plus en plus puissantes et de plus en plus performantes et efficaces, plus on va perdre ces leviers d'action. Si on améliore nos algorithmes pour entraîner des IA et qu'on est capable du jour au lendemain, bon, au bout d'un certain temps, d'entraîner des IA sur un laptop, alors là, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus difficile de réguler. Donc, il y a vraiment ce créneau dans lequel on est encore en ce moment qui risque de se refermer bientôt. Et une fois et en fait, plus ce créneau se referme, moins on va aimer la solution pour arriver à réguler les IA. Parce que pour être capable de réguler la prolifération d'un système qui peut être créé sur le laptop de tout le monde, ça va vouloir dire une bien plus grosse ingérence qu'à l'heure actuelle où il suffit de réguler des centres de données, par exemple. Pour terminer l'échange, j'ai une dernière question. Un peu, imaginons que tu aies 2 minutes, tu vois, face à un chef d'État, un grand patron ou un décideur. Qu'est-ce que, de ton point de vue, il devrait absolument comprendre, retenir, avoir en tête sur l'IA? Je pense qu'ils devraient comprendre le monde que les labos d'IA sont en train d'essayer de créer. En supposant que c'est pas le PDG d'un labo d'IA, en tout cas il le sait déjà, mais sinon c'est vraiment ouvrir les yeux sur l'objectif des gens qui sont en train de créer les IA en ce moment. Donc, l'objectif affiché, explicite des labos d'IA, c'est de créer une super intelligence, vraiment avec un but utopique, donc de créer un système qui va résoudre tous les problèmes du monde. Et ils sont prêts à prendre des risques immenses pour y arriver, et que le point d'orgue, si jamais ils y arrivent, ce sera une perte de contrôle de la part de Monsieur Tout-le-Monde, que ce soit envers les IA ou envers ces personnes qui les ont créées. Merci beaucoup, Maxime, pour ton temps et d'avoir répondu à mes questions. Puis avec plaisir pour continuer la discussion. Ouais, ben, avec plaisir. L'épisode est maintenant terminé.
J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.